Bien, écoutez, dehors, il fait nuit, il fait froid, il neige, c'est normal, c'est l'hiver. Les news, c'est pas la joie. Les débats au Parlement, c'est pas cela vraiment qui nous encourage. Je voulais vous parler aujourd'hui de la séquestrée de Saint-Flour, une des suites de la Libération, dans sa joie et ce grand mouvement de France, des drames personnels comme celui que je voulais vous raconter, mais je trouve qu'il fait trop gris, trop triste et trop de neige. J'ai envie de vous raconter quelque chose de plus amusant, de plus samba. Alors, ça s'est passé dans les années 84-85. Le rédacteur en chef du Figaro Magazine, à qui je venais de demander une augmentation, m'avait envoyé vers le présentateur vedette de TF1, Yves Morouzzi, en me disant qu'il avait un moyen peut-être d'arrondir mes fins de mois. En effet, Yves Morouzzi devait prendre la rubrique mondaine d'un journal lancé par le groupe allemand Bauer, un gros groupe allemand, Springer, qui devait être lancé en France, et alors, la direction était confiée à un certain monsieur Ludwig Trinkner. Et Ludwig Trinkner, qui avait des moyens, par son groupe allemand qui était derrière lui, avait pensé à Yves Morouzzi, une vedette, pour tenir la rubrique mondaine, c'est-à-dire, elle était importante, parce que c'était un journal People, donc c'était très important. Et donc il avait pensé à lui. Je rencontre Yves Morouzzi, ça fait l'affaire, il est très content, il trouve que je suis l'homme de la situation, mais lui a d'autres projets et il renonce à prendre cette direction de la rubrique mondaine. Par contre, il me recommande chaleureusement auprès du groupe allemand pour prendre sa succession. Me voilà en quelques heures placé devant un dilemme: continuer à travailler pour le Figaro Magazine en tant que reporter ou devenir chroniqueur mondain pour un groupe de presse étranger. Autant vous dire que lorsque j'ai rencontré le directeur, M. Trinkner, je me suis demandé comment sortir de l'ornière. Et j'ai trouvé une solution. C'était de demander un salaire assez important. Je demande en effet 9 000 € de l'époque, ce qui était déjà beaucoup, hein, surtout pour un pauvre journaliste comme moi. Ça n'a pas l'air de l'étonner. Il me dit d'accord. Voyant que ça ne suffit pas donc à le dissuader, je demande à ce que tous mes frais soient pris en charge par le journal. C'est d'accord. À ce qu'on me constitue une garde-robe et qu'elle soit payée en tant que frais de représentation par le journal. C'est d'accord. Des chemises taillées sur mesure, cravate, nœud de papillon, ok. Une paire ou 4 paires de chaussures, parce qu'il faut que j'ai des chaussures pour toutes les situations, ok. Une paire de pimps, c'est-à-dire des chaussures laquées pour aller avec un smoking, oui, ok. Un smoking, parce que je vais faire beaucoup de fêtes, on est d'accord. Et un frac, parce qu'il y a des soirées qui sont vraiment des soirées très sélectes, où il faut que je sois en habit. On est d'accord. Je ne sais plus à quoi me raccrocher. Je demande des chemises à col en frac, à col cassé, c'est d'accord. Un passage chez le coiffeur toutes les semaines pour que je sois convenable, c'est d'accord. L'homme me veut. Je n'ai plus d'arguments. Top là qu'il me dit, vous êtes notre chroniqueur mondain. Mais il ajoute, ne vous en faites pas, vous êtes cher, mais j'en aurai pour mon argent. Et je dois dire, c'est une menace qu'il a mise à exécution parce que j'ai arrêté au bout de 2 ans, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce que c'était essentiellement la vie nocturne. Des fêtes, des soirées, tous les soirs. J'arrivais au journal, il était 16h, après avoir dormi et m'être un peu rétabli. Et puis, un stress permanent. Il m'avait d'ailleurs menacé, si jamais, m'avait dit ce directeur, si jamais je te surprends devant un plat de pâtes ou une pizza, tu es renvoyé sur le champ. Voilà le personnage. Voilà le contexte dans lequel
l'histoire que je vais vous raconter survient. Un ami photographe m'avait présenté un certain Pianta qui remplissait les fonctions de chiropracteur auprès du milliardaire saoudien Adnan Khashoggi. Que je vous décrive un peu ce qu'était ce Adnan Khashoggi en ce temps-là, début des années 80, quoi. C'est un temps où les conventions internationales de Genève interdisaient aux nations alignées de vendre des armements à des pays qui n'étaient pas en démocratie, qui avaient des régimes un peu, je dirais, on appelait ça des pays voyous, des États voyous. Donc, les nations ne pouvaient pas vendre elles-mêmes les armes à ces États voyous qui allaient en faire un usage qui allait contre la démocratie. Il y avait quand même une déontologie internationale et comme le commerce, la vente d'armements a toujours été un commerce très très lucratif, on se servait d'intermédiaires pour vendre des armes. C'est-à-dire, c'était des hommes qui, au fond, faisaient le métier de marchand d'armes, c'était des hommes de paille et derrière eux, il y avait des États. Adnan Khashoggi était un des plus renommés. Et la fortune qu'il avait bâtie sur ce commerce d'armement était à l'avenant. C'était le milliardaire saoudien dans toute sa splendeur, avec tout ce qui s'ensuit. Patrimoine immobilier fabuleux, résidence de luxe dans des lieux prestigieux, Côte d'Azur, Californie, île Pacifique, Italie, Espagne, des yachts fastueux, une collection de pierres précieuses extraordinaires, les plus belles femmes de la planète et les plus gros titres dans les journaux dès qu'il faisait quelque chose. Cet ami Pianta, le chiropracteur, qu'on m'avait présenté, nous sympathisons, je le connais mieux, on se voit, on se revoit, et puis il me dit un jour, enfin il dit plutôt au photographe qui le connaissait mieux que moi, pourquoi ne viendrez-vous pas pour un week-end? Monsieur le banquier Adnan Khashoggi donne une énorme soirée à Marbella, dans le sud de l'Espagne, et vous êtes naturellement invité par mon intermédiaire. C'est une fête extraordinaire qu'il donne là-bas, en l'honneur de son amie, enfin pour son amie, la comédienne, la star, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, que je replace un petit peu la personne pour les gens qui n'ont pas 40 ans, et même pour ceux qui ont la quarantaine, c'était l'icône d'Hollywood en ce temps-là. Elle avait une filmographie impressionnante. Soudain l'été dernier, qui ne connaît pas ses noms? La chatte sous le toit brûlant, tiré des nouvelles de Tennessee Williams. Géant avec James Dean. Reflet dans un œil d'or. Cérémonie secrète. Boum. Que des films qui avaient eu des succès extraordinaires. Avec des acteurs non moins prestigieux, comme Marlon Brando, Paul Newman, Richard Burton, James Dean, et j'en passe, et des plus grands. Jusqu'à Cléopâtre, avec Richard Burton, qui avait été la super production d'Hollywood, 50 millions de dollars. C'était à l'époque, on n'avait jamais fait un film pour un budget pareil. Et la star elle-même, Elizabeth Taylor, payait 1 million de dollars. C'était le plus gros cachet qu'avait reçu une star jusqu'à ce moment-là. Voilà la personne, Elizabeth Taylor, autour de qui il y aura pour cette soirée, nous dit cet ami, le magnat industriel, le baron Thyssen-Bornemisza, le baron de l'acier, et sa femme, son épouse Tita, des vedettes de séries américaines, toute la jet set, avec en tête Gunilla von Bismarck, qui fait partie de la jet set, c'est la jet setteuse par excellence à l'époque, et elle fait des photos qu'elle revend un peu aux journaux comme ça, pour arrondir ses fins de mois, elle aussi. Enfin, des crooners américains, comme Julio Iglesias, et bien sûr,
le clan Khashoggi au complet. J'en parle au directeur de mon journal Aujourd'hui Madame, qui ne le voit pas du tout comme moi. Il a d'autres projets en tête pour les semaines qui viennent, un festival de cinéma qui doit se dérouler je ne sais où, une grande fête à Saint-Tropez, bref. Il imagine que Liz Taylor va être très entourée, qu'il y aura une armée de photographes autour d'elle, que je ne pourrai pas l'approcher, que tous ces gens-là vont être entre eux, que nous allons être un petit peu devant des bêtes qui ne nous parleront pas, que ce sera inutile, bref. Il m'intime l'ordre de rester à Paris et de préparer le festival qui est en train de se faire à Paris et d'oublier Marbella. Tout ça, ça s'est passé un vendredi soir, disons un vendredi après-midi. Dans la soirée, j'ai un regret. Et si c'était vraiment ce que m'a promis ce Pianta, le chiropracteur, une nuit féerique chez un milliardaire saoudien, au milieu des stars, ne serait-ce que dormir sur le Nabila, le yacht du milliardaire, le plus beau yacht du monde, la chose à elle seule vaut le déplacement. Pour le chroniqueur mondain que je suis devenu, ni une ni deux. J'enfreins l'ordre de mon directeur et je m'envole le lendemain matin, c'est-à-dire samedi matin, pour Marbella avec le photographe qui a tout préparé là-bas pour nous. Arrivé là-bas, le rêve commence. Ma suite sur le yacht Nabila, dans un luxe insensé, servi par une armée de serviteurs, piscine, salle de sport, sauna, cadeaux sur l'oreiller. Le soir venu, une Rolls ou une Bentley blanche vient nous chercher et nous grimpons à l'assaut de la colline sur laquelle habite, c'est toute la propriété, se trouve la propriété du milliardaire. Tout s'écarte par enchantement devant notre arrivée. Les grilles s'ouvrent sans bruit sur des jardins féeriques, les portails glissent, devant nos pas sur le gravillon, tout s'écarte, chaque arbre s'illumine, bref, un spectacle féerique. Des domestiques en perruque et livrées nous conduisent à travers le labyrinthe des salles, des salons, vers le lieu où nous sommes attendus. Que la fête commence. Mais avant, mon ami Pianta me tire par la manche pour savoir si je n'ai pas envie de l'accompagner dans la chambre d'Elizabeth Taylor, qui vient d'arriver par le jet privé que le milliardaire a affrété pour aller la chercher à Londres. Elle réclame son chiropracteur car elle est fatiguée, elle voudrait un massage. Donc, il y va et je l'accompagne. Chambre claire, mur rose abricot, vaste lit à baldaquin en satin blanc. Sur l'édredon molletonné sont parsemées 3 friandises scintillantes. Les contenus de 3 coffrets à bijoux. Vert pour les émeraudes, rouge, ce sont les rubis, et une explosion d'étoiles radieuses pour les diamants. Il n'y a pas d'améthyste pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec les yeux de la star. Nota bene, je me demande quelle précieuse nouveauté est venue s'ajouter à ce trésor, car je me suis laissé dire que le milliardaire a été très généreux pour décider Elizabeth Taylor à venir à cette soirée. Je suis en train de contempler ce lit, ce spectacle, ces bijoux. C'est à ce moment qu'Elizabeth Taylor survient, accompagnée de son coiffeur particulier, qui met un dernier doigt
à l'échafaudage de cheveux qu'elle arbore fièrement. Elle porte une robe blanche à pois noirs, très décolletée sur sa peau bronzée. Première surprise, elle est petite et un peu grassouillette, mais des yeux d'une couleur bleu-mauve comme je n'en ai jamais rencontré. Deuxième surprise, sa simplicité. Un sourire qui vous reste gravé dans le cœur pour le restant de vos jours. Le sourire de Cléopâtre au général Marc-Antoine, depuis son trône juché sur le Sphinx, tiré par les esclaves à 6 mètres au-dessus de la foule. Troisième surprise, Cléopâtre en personne me salue, s'enquiert de ce que je fais dans la vie, et en me prenant le bras, elle me dit que nous allons danser, car elle a terriblement envie de danser ce soir. Mais avant de sortir, elle choisit, non sans avoir hésité un peu, la parure de rubis qui se trouve sur son édredon en satin blanc. Elle plante en toute simplicité une pierre de la taille d'un œuf de pigeon dans sa chevelure, et je reconnais d'ailleurs au passage le fameux rubis qui a fait la une des journaux à cause de sa taille et de son prix. Et nous voilà partis, elle à mon bras, ou plutôt votre serviteur, attaché à sa personne scintillante pour le lieu où se déroule la fête. Une vaste salle avec une table pour une 50aine de personnes, dressées en U au milieu, et un orchestre, 2 orchestres, un orchestre à chaque bout, et tout autour des petites tables où sont assis aussi des invités. Tout se passe pour le mieux. Le service défile, les hôtes, Khashoggi, le premier, quittent souvent leur place pour se rendre sur l'une des 2 pistes de danse où jouent les musiciens. Ça se déhanche, se trémousse, se renverse, se remue, se casse au rythme des jerks et des sambas. Les projecteurs éclairent d'une frénésie de couleurs, des couleurs démentes qu'on disait en ce temps-là psychédéliques. Il y a des moments très forts, quand un vieux crooner susurre une chanson que le public reprend en chœur, ou quand arrive une escouade de beaux jeunes gens, le fils cadet du milliardaire avec à son bras Miss Espagne, une beauté pulpeuse, très peu vêtue. Les langues des riches invités pendent d'envie devant toutes ces belles filles. Oui, on est, je l'ai vite compris, dans la pâtisserie des grands de ce monde. Pas chez les riches et beautiful, ça c'est sûr, mais plutôt chez les riches et décatis. Mais affamés et gourmands, il y a des mouvements, des dentiers, une lueur qui s'allume dans les yeux éteints, qui parlent de la soirée déjà et pour ce qui va s'y passer. Pour moi, je danse à plusieurs reprises avec Elizabeth Taylor, enfin, lorsque les mondanités, les salutations, les présentations en donnent l'occasion. Mais je dois dire qu'elle le fait avec une gentillesse, une simplicité chaleureuse. Comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvent et qui éprouvent beaucoup de plaisir à danser. Et c'est réciproque, et tout va pour le mieux. Tout va ainsi jusqu'à l'accident tragique. Nous venons de danser, je l'ai raccompagné à sa place, la place d'honneur dans la grande table, quand le couple Thyssen-Bornemisza, le baron et la baronne de l'Acier, viennent la saluer, peut-être parce qu'ils veulent quitter la soirée et qu'ils ne veulent pas partir sans lui avoir dit au revoir. Ils se connaissent très bien. Elizabeth se lève pour les embrasser, Elizabeth Taylor se lève pour les embrasser. Le serviteur qui se tient derrière elle, empressé, retire son siège en pensant qu'elle va quitter la table. Il n'en est rien.
la star se rassied sans regarder derrière elle, sûre de retrouver son trône, comme la reine Victoria, et patatras, la voilà par terre. Les quatre fers en l'air, sa joaillerie scintillante en déroute de tous les côtés, sa robe de couture à gros pois troussée sur ses jambes roses, sa pièce montée de cheveux écrasés. Dans l'assistance, ce n'est qu'un cri de surprise. Et que croyez-vous que fait cette noble assemblée? C'est un éclat de rire général. Le frère d'Adnan Khashoggi, un vrai gentleman, mon voisin de siège, fait même le geste grossier avec son poing sur son nez pour indiquer que la star est ivre. Elle est pompette, quoi, comme on dit vulgairement. Personne ne lui prête secours, trop occupé à rigoler de la scène qui s'offre à leurs yeux. Comble du ridicule, un membre haut gradé du personnel domestique s'empare d'un plateau en argent pour éventer la star et ce faisant, il assomme avec ce hors-d'œuvre le médecin qui se penchait sur la victime pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. C'est le coup de gong qui annonce la fin du service. Mon ami le chiropracteur essaye de la rétablir sur son séant, il se fait copieusement engueuler. Changement de décor, fin de partie. Piantin m'a raconté plus tard la scène dans la chambre d'Elizabeth Taylor. Sa crise de nerfs, ses cris, la piqûre qu'il a dû lui faire pour la calmer enfin, les ennuis de dos dont elle a dû souffrir et dont elle a souffert après, par la suite, viennent probablement de là, de cet accident. Quant à nous, le photographe et votre serviteur, nous avons été enfermés dans un salon, nous y sommes restés des heures, et nous y serions probablement encore sans notre ami Piantin. En effet, personne ne se souciant de nous plus que de la vie d'une mouche derrière une vitre. Le lundi qui suit cette mémorable soirée à Paris, lors de la conférence de rédaction d'Aujourd'hui Madame, le boss a ouvert des yeux gros comme des soucoupes volantes en écoutant mon récit. Non seulement je n'avais pas obéi à ses ordres en allant à Marbella, mais je lui ramenais des pépites d'or pour le journal. En effet, nous avons fait 2 et même 3 numéros avec cette soirée et toutes les informations que j'ai glanées sur les invités, sur tous ces gens riches, fortunés et toute leur vie. Ça a permis d'alimenter la chronique mondaine pendant au moins 3 semaines. Pour vous peindre le personnage curieux, ce personnage qui dirigeait ce journal, il avait démarré la publicité de lancement avec une campagne d'affiches, de grandes affiches dans le métro, qui était assez étonnante. En effet, il était écrit en blanc sur un fond noir, neutre, noir. Tout simplement, aujourd'hui, madame, qu'est-ce qu'on a pour 2 francs? Point d'interrogation. Il faut vous dire que le titre, Aujourd'hui Madame, disait quelque chose aux Français, surtout aux Françaises. C'était une émission de télévision qui avait été très suivie, très célèbre, dans les années 60-70. Et puis, après des années, on l'avait abandonnée, mais le souvenir en était resté très vivace. On s'est donc posé la question, Aujourd'hui Madame, on a pensé à cette émission très sérieuse. D'autres gens ont cru, vu l'affiche noir et blanc, le fait qu'il n'y avait rien d'autre dessus, qu'il s'agissait d'un sondage d'un institut officiel sur le budget familial ou le train de vie des Français. Bref, pour 2 francs, tout le monde était bien d'accord pour penser qu'on n'avait pas grand-chose. Sinon, tout ce que promettait soudain le journal dans la seconde campagne d'affichage, avec « Aujourd'hui Madame vous offre pour 2 francs », c'était son prix, des fêtes dans le monde entier, du champagne à volonté, du caviar et du saumon et des robes de luxe, enfin bref, du rêve à 2 francs.
La deuxième campagne de promotion, elle fut moins inoffensive. Nettement moins. Elle fut brutale, je dois dire. Vraiment brutale. Il titrait, dans le premier numéro de son journal, que la comédienne Isabelle Adjani était atteinte du sida. Le sida à l'époque, ça voulait dire mourir. C'était faux, naturellement. Et cela va provoquer un scandale général. La comédienne Adjani a dû elle-même intervenir aux actualités du 20h pour apporter un démenti. Elle était alors au sommet de sa gloire et de sa beauté, et elle faisait à ce moment-là un procès au journal qu'elle gagnait. Elle réclamait 1 million de francs de dommages et intérêts pour ce titre scandaleux. Le premier numéro avait dépassé, lui, en kiosque, le million, si ce n'est pas plus, de ventes. Aujourd'hui, madame était lancée pour 1 million. Mais la vente partait tout de suite à 1 million aussi, ce qui était extraordinaire. C'était bien à l'image de ce personnage qui le dirigeait. Un personnage mystérieux. Ludwig Tränkner était un Allemand gros, vilain, un vrai bulldog, genre colonel Schultz, joué par Francis Blanche. Un accent à l'avenant, épouvantable. On sentait la fête de la bière, quoi, derrière lui. Avec des crises de colère mémorables. Et aussi des idées géniales. Comme celle de récompenser avec une pépite d'or tout crieur en kiosque ou ambulant qui aurait dépassé un certain nombre de numéros à la vente. La remise des centaines de pépites d'or au Paradis Latin, la célèbre boîte music-hall Rive Gauche, qui entretenait une joyeuse confusion entre les genres, masculin, féminin, est un moment à mettre aux annales. Tous ces braves gens, avec leur épouse, en famille, en train d'assister à des numéros de travestis de demoiselles qui sont peut-être des messieurs. Je crois que ça a été pour eux un souvenir extraordinaire, en plus de recevoir une pépite d'or. La fin de ce personnage, Ludwig Tränkner, elle est vraiment moins glorieuse. Après la direction d'Aujourd'hui Madame, qui l'a ruiné avec ses idées grandioses, il prit, je ne sais pas comment, celle d'une institution semi-officielle allemande, Nouvelle Patrie, Neue Heimat, créée après la chute du mur pour aider, avec un fonds important, plusieurs millions, des milliards, plusieurs milliards, les petites entreprises allemandes de l'Est à se reconstruire, à se rénover pour devenir compétitives sur le plan international. Ludwig Tränkner a mis la main sur le pactole, plusieurs millions, si ce n'est pas plusieurs milliards, et il a disparu, envolé dans la nature. Bien sûr, bientôt activement recherché par Interpol et par toutes les polices du monde. Il est mort, mystérieusement, peu après qu'on l'ait arrêté. Non sans avoir fait la couverture de tous les journaux du monde de l'époque comme le plus gros escroc des 50 dernières années. Voilà pour le personnage. Pour moi, je dois vous dire que j'ai été bien content que ça s'arrête après 2 ans de chronique mondaine, sans vie personnelle, toujours aux avant-postes de la fête, passant mes nuits dehors, parfois jusqu'à des heures impossibles, des stars comme les Rolling Stones ou comme Michael Jackson arrivaient vers 3-4 heures du matin. Après être sorti de soirée, on se rendait dans une boîte célébrissime. Et je dois dire que tout cela, après le temps, est très répétitif. Et j'ai été très content de retourner à mon ancien boulot de reporter pour le Figaro Magazine. Voilà.
l'histoire que je voulais vous raconter à la place de la séquestrée de Saint-Flour, mais ce sujet n'est pas oublié et ce sera pour la prochaine fois. Sur ce, au revoir.